Va-t'en, je n'ai plus besoin de toi. Ces mots frappèrent Clara plus fort que si Thomas avait levé la main sur elle. Elle se tenait au milieu du couloir de leur appartement commun, celui qu'ils avaient aménagé ensemble pendant 5 ans, en choisissant chaque détail, et elle était incapable de bouger. « Tu es sourde ou quoi ?» Thomas lui lança un sac de voyage à ses pieds. « Fais tes affaires et dégage, tu as une demi-heure. » « Thomas, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» La voix de Clara tremblait. « Je ne comprends pas. » « Il n'y a rien à comprendre. » Il croisa les bras sur sa poitrine et la regarda avec un tel mépris que l'on aurait dit que devant lui ne se tenait pas la femme avec qui il avait vécu 5 ans, mais une simple quémandeuse de passage. « J'ai besoin d'un appartement libre. Demain, Christina emménage ici. » Christina, sa secrétaire. Une blonde de 23 ans au visage de poupée et au regard perçant. Clara l'avait vue 2 ou 3 fois lorsqu'elle passait au bureau de Thomas, et à chaque fois, elle avait ressenti quelque chose de désagréable, un léger frisson d'inquiétude. Mais elle avait chassé ses pensées. « Tu es avec elle ?» Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Depuis 6 mois déjà, et toi, pauvre naïve, tu n'as rien remarqué. » Thomas ricana. « Les déplacements, les heures supplémentaires, tu y as vraiment cru ? 6 mois. 6 mois de mensonges. 180 jours durant lesquels elle l'attendait après le travail, préparait le dîner, repassait ses chemises, tandis que lui, pendant ce temps-là… Mais comment ? On devait se marier. Tu me l'avais promis. Promis, promis. Thomas grimaça. Ça suffit avec ça. J'ai changé d'avis. J'en ai le droit. On n'est pas mariés, donc aucune obligation. Pas mariés. Pendant 5 ans, elle avait vécu avec lui comme une épouse, tenu la maison, s'était privée de tout en économisant pour leur avenir commun. Et lui, il n'avait même jamais eu l'intention de l'épouser. Tous ces discours sur « attendons encore un peu, d'abord il faut mettre le business sur pied », quelle différence, un tampon sur un passeport ne change rien. Tout cela n'était que mensonge, un moyen de la garder près de lui tant qu'elle lui était utile. Le temps est compté. Thomas regarda ostensiblement sa montre. « Il te reste 25 minutes. Si tu n'as pas fini, je jetterai tes affaires par la fenêtre. » Les mains de Clara bougeaient mécaniquement. Elle ouvrait l'armoire, sortait des vêtements, les jetait dans le sac. Les larmes lui brouillaient la vue, mais elle s'interdisait de pleurer. Pas ici, pas devant lui. Que prendre? Les documents d'abord, le passeport, le diplôme d'infirmière, le carnet de travail, les photos de ses parents. La seule chose qui lui restait d'eux après l'accident, 3 ans plus tôt. Quelques robes, des jeans, des pulls, une brosse à dents, un peigne. 5 années de vie tenaient dans un seul sac de voyage. « Plus vite !» cria Thomas depuis la pièce voisine. Clara l'entendit parler au téléphone, rire, sans doute avec Christina, lui raconter comment il mettait son ex à la porte. Elle ferma le sac et sortit dans le couloir. Thomas ne la regarda même pas. Il continuait à bavarder au téléphone, affalé sur le canapé. « Les clés !» Il interrompit la conversation une seconde. « Pose-les sur la commode. » Clara déposa silencieusement les clés, au porte-clés duquel pendait un petit ours en peluche. Un cadeau de Thomas pour le premier anniversaire de leur relation. À l'époque, il savait encore offrir de gentilles babioles. À l'époque, il lui souriait encore sincèrement. La porte se referma derrière elle dans un bruit sourd. Le soir d'octobre accueillit Clara avec un vent froid et une fine pluie. Elle resta debout devant l'immeuble, serrant son sac contre elle, sans savoir où aller. Chez qui? Chez Katia, sa seule amie? Mais elle avait un mari et 2 jeunes enfants. Un 2 pièces? Non, elle ne pouvait pas les déranger. Chez sa grand-mère au village? 300 kilomètres d'ici, et elle n'avait sur elle que quelques milliers d'euros. Assez pour un billet de train, mais pas ce soir. Il était déjà tard. Le dernier train était parti. Clara se traîna lentement jusqu'à l'arrêt de bus au coin de la rue. Au moins, il y avait un toit, un abri en verre sous lequel se protéger de la pluie. L'arrêt était vide. Seule, dans un coin,
tout au bout du banc, était assis un vieil homme. Clara le balaya du regard et détourna la tête. Un sans-abri, à en juger par ses vêtements usés et le sac en toile sale posé à ses pieds. Elle s'assit à l'autre extrémité du banc et fixa l'obscurité. Et maintenant, comment continuer à vivre? Les larmes qu'elle retenait depuis si longtemps jaillirent enfin. Clara pleurait en silence, seules ses épaules tremblaient. 5 ans. 5 ans à croire en cet homme, à faire des projets avec lui, à voir en lui son avenir, et il l'avait simplement jeté dehors comme un objet inutile. Bonsoir. Clara sursauta. Le vieil homme, à l'autre bout du banc, la regardait. À la lueur du lampadaire, elle distingua un visage ridé, une barbe grise et des yeux étonnamment clairs et attentifs. « Bonsoir », répondit-elle machinalement en essuyant ses larmes. « Il fait froid aujourd'hui », dit le vieil homme. « Et il pleut. Ce n'est pas le meilleur temps pour se promener. » Clara ne répondit pas. Elle n'avait pas envie de parler. Elle voulait juste se recroqueviller et disparaître. Son estomac gargouilla traîtreusement. Elle se rappela qu'elle n'avait rien mangé depuis le matin. Au travail, il y avait eu beaucoup de patients, puis elle avait couru à la maison, voulant préparer quelque chose de spécial pour l'arrivée de Thomas. Et voilà comment tout s'était terminé. Machinalement, Clara fouilla dans son sac. À l'intérieur, enveloppé dans une serviette, se trouvait un morceau de pain, une demi-baguette qu'elle avait achetée en rentrant. Elle comptait faire des sandwichs pour le dîner. Elle sortit le pain et allait en croquer un morceau lorsqu'elle remarqua le regard du vieil homme posé dessus. Pas avide, pas suppliant, juste un regard. Et dans ce regard, il y avait quelque chose de très fatigué et de très affamé. Clara s'immobilisa. Dans ses mains se trouvait son dernier morceau de nourriture. Presque pas d'argent. Nulle part où dormir. Elle était pratiquement sans abri elle-même. Mais ce vieil homme, lui, cela faisait sans doute longtemps qu'il n'avait pas mangé. Il n'avait même pas de toit au-dessus de la tête. Il était encore plus mal loti qu'elle. Clara cassa le pain en deux et tendit la plus grosse part au vieil homme. « Tenez. » Il leva les sourcils, surpris. « Vous êtes sûre, ma fille ? » »« Oui, prenez. » Le vieil homme accepta le pain, mais ne se jeta pas dessus avec avidité comme elle s'y attendait. Au lieu de cela, il regarda attentivement Clara, comme s'il voyait en elle quelque chose d'important. « Merci, ma fille. » Sa voix se fit plus chaude. Il est rare de rencontrer quelqu'un prêt à partager son dernier morceau. Clara haussa les épaules. « Vous en avez plus besoin que moi. » Ils restèrent assis en silence, mâchant le pain. La pluie redoubla, tambourinant sur le toit de verre de l'abri. Clara pensait à la façon de tenir jusqu'au matin. Peut-être qu'une pharmacie ouverte toute la nuit la laisserait rester un peu, ou dans un hall d'immeuble quelconque. « Alors, te voilà à la rue ?» demanda le vieil homme, comme s'il avait lu dans ses pensées. « On dirait bien. » Clara esquissa un sourire amer. « On m'a mise dehors. »« Ton mari ?»« Pas mon mari, juste mon compagnon. » Le mot lui griffa la gorge. Pendant 5 ans, elle s'était appelée sa femme, et voilà qu'en réalité, elle n'était qu'une simple concubine. « Je vois. » Le vieil homme hocha la tête. « Et tu n'as nulle part où aller ?»« Nulle part. » Il resta longtemps silencieux à la regarder. Clara sentait ce regard posé sur elle, scrutateur, évaluateur, mais pas désagréable. Plutôt comme s'il prenait une décision. « Je m'appelle Heinrich, » dit enfin le vieil homme. « Et toi ?»« Clara. Juste Clara. »« Clara. » Il sembla goûter le prénom. « Tu sais quoi, Clara ? J'ai un appartement. Il est vide. Personne n'y vit. Je le loue parfois. Gratuitement. » Clara le regarda avec méfiance. « Gratuitement ? Ça n'existe pas. »« Si, ça existe. » Heinrich sourit, et ce sourire transforma complètement son visage. Il devint bon, presque paternel. « Je ne le prête qu'aux bonnes personnes, à celles qui sont capables de partager leur dernier morceau de pain avec un vieil inconnu. » Clara se tut, ne sachant que répondre.
Cela ressemblait à un conte de fées ou à une plaisanterie. Viens. Heinrich se leva du banc. Ce n'est pas loin, je vais te montrer. Mais Clara hésitait. Qui savait qui était vraiment ce vieil homme? Où il allait l'emmener? Tu as peur? Il hocha la tête avec compréhension. Tu as raison. De nos jours, il ne faut pas faire confiance. Mais réfléchis. Qu'as-tu à perdre? Une nuit sous la pluie ou un appartement chaud? Le choix est à toi. Il avait raison. Elle n'avait rien à perdre. D'accord. Clara souleva son sac. Allons-y. Ils marchèrent dans les rues sombres pendant une quinzaine de minutes. Clara commençait déjà à regretter sa décision. Où allait-il? Le quartier lui était inconnu. Des ruelles, de vieilles maisons. Et soudain, la rue déboucha sur une petite place, au centre de laquelle se dressait. Clara s'arrêta net. Devant elle s'élevait un ancien manoir, 3 étages, avec des colonnes à l'entrée, de hautes fenêtres, des moulures sur la façade. Elle avait souvent vu ce genre de bâtiment dans le centre historique de la ville, comme des témoins d'une époque révolue. Mais y vivre. Alors, ça te plaît? Heinrich sourit en coin. C'est votre appartement? Pas exactement un appartement. Toute la maison est à moi. Il sortit un trousseau de clés de sa poche. Viens, je vais te montrer. Ils montèrent les larges marches de pierre. La lourde porte en chêne s'ouvrit dans un léger grincement. Heinrich appuya sur l'interrupteur, et le vaste hall fut baigné d'une lumière douce. Clara eut un souffle coupé. On se serait cru dans un musée. De hauts plafonds ornés de stucs, un escalier de marbre menant au premier étage, d'immenses miroirs dans des cadres sculptés. Au mur, des tableaux manifestement anciens, dans de lourds cadres dorés. Tu ne t'y attendais pas? Heinrich semblait savourer son étonnement. Mais comment? Je pensais que j'étais sans abri? Il éclata de rire. Non, ma fille. J'aime simplement parfois sortir en ville, m'asseoir parmi les gens, les observer, comprendre ce qu'ils sont vraiment. Clara ne savait que dire. Tout ce qui se passait lui donnait le tournis. Viens, je vais te montrer ta chambre. Heinrich commença à monter l'escalier. Tu dois être fatigué. Tu te reposeras, et demain nous parlerons. La chambre du premier étage était spacieuse et lumineuse. Un large lit à tête sculptée, une armoire ancienne, un bureau près de la fenêtre. Tout était propre, soigné, comme si l'on attendait une occupante. La salle de bain est là. Heinrich montra la porte dans le coin. Les serviettes sont dans l'armoire. Si tu as faim, la cuisine est au rez-de-chaussée. Il y a de quoi manger dans le réfrigérateur. Fais comme chez toi. Mais pourquoi? Clara trouva enfin la force de poser la question essentielle. Pourquoi faites-vous cela? Vous ne me connaissez pas du tout. Le vieil homme resta silencieux un instant, la regardant de ses yeux étonnamment clairs. Un jour, j'ai perdu tout ce que j'aimais, dit-il doucement. Ma famille, mes amis, ma foi en les gens. Je pensais ne plus jamais pouvoir faire confiance à qui que ce soit. Puis j'ai compris que le bien existe encore dans ce monde. Il faut simplement le chercher. Il sourit. Aujourd'hui, tu as partagé avec moi ton dernier morceau de pain. Pour toi, c'était peut-être peu de choses. Pour moi, c'était la preuve que je ne cherche pas en vain. Il se tourna et se dirigea vers la porte. Bonne nuit, Clara. Repose-toi. La porte se referma, la laissant seule. Clara se tenait au milieu de cette chambre incroyable et n'arrivait pas à croire à la réalité de ce qui se passait. 2 heures plus tôt, elle avait été jetée à la rue, sans argent, sans espoir. Et maintenant, elle s'approcha de la fenêtre et écarta le lourd rideau. La place en contrebas était déserte, mais Clara se figea. Au bord de la place se tenait une voiture familière, le SUV argenté de Thomas, et au volant, elle le voyait même d'ici, c'était bien lui. Il regardait le manoir, et l'expression de son visage, même à distance, était telle que Clara recula instinctivement de la fenêtre. Cette nuit-là, Clara dormit à peine. Trop de choses s'étaient produites en une seule soirée. Le passage du désespoir à cet état. À quoi? Elle ne savait même pas comment nommer sa situation actuelle. Un miracle, une chance
Ou un piège? Les pensées tournaient dans sa tête sans la laisser en paix. Qui était vraiment ce Heinrich? Pourquoi vivait-il seul dans un immense manoir? Et que signifiaient ces mots? J'ai perdu tout ce que j'aimais. Et surtout, pourquoi Thomas était-il venu ici? Comment l'avait-il trouvé? À l'aube, quand le ciel commença à s'éclaircir, la fatigue finit par l'emporter. Clara sombra dans un sommeil lourd, sans rêve. Elle se réveilla au bruit de coups frappés à la porte. « Clara, tu es réveillée ?» La voix de Heinrich. « Oui, 1 minute. » Elle se leva d'un bond, lissant ses cheveux en marchant. « Descends, le petit déjeuner est prêt. » Le petit déjeuner. Un mot simple, mais qui sonnait maintenant comme la promesse de quelque chose de bon. Clara se lava rapidement, se coiffa et descendit au rez-de-chaussée. La cuisine se trouvait au bout d'un long couloir. Spacieuse, avec de hauts plafonds et une grande fenêtre donnant sur le jardin. Oui, le manoir avait son propre jardin. Clara l'avait remarqué la veille, sans y prêter attention. Sur la table fumaient des œufs au plat avec du bacon, une assiette de toast chaud, un bol de confiture et une grande cafetière. « Assieds-toi, assieds-toi !» Heinrich était vêtu tout autrement que la veille. Une chemise propre, un gilet, la barbe soigneusement taillée. Il avait l'air respectable, comme un professeur ou un académicien. « Merci. » Clara s'assit, se sentant un peu mal à l'aise. « Vous n'auriez pas dû… » »« Si, j'aurais dû. » Il lui versa du café. « Tu as faim, je le vois. Mange. » Elle ne discuta pas. Ce n'est qu'à cet instant que Clara se rendit compte à quel point elle avait faim. La veille, à part ce morceau de pain, elle n'avait rien mangé. Ils mangèrent un moment en silence. Puis Heinrich repoussa son assiette et la regarda. « Parle-moi de toi, Clara. Qui es-tu? D'où viens-tu? Comment t'es-tu retrouvée à cet arrêt de bus ?» Et Clara raconta. Tout, depuis le début. Elle était née dans une petite ville à 300 kilomètres d'ici. Son père travaillait à l'usine, sa mère à la bibliothèque de l'école. Ils ne vivaient pas richement, mais unis. Clara avait grandi enfant unique, entourée d'amour et de soins. Depuis l'enfance, elle rêvait de devenir infirmière. Pas chirurgienne, ni grande spécialiste. Elle voulait simplement aider les gens. Quand elle avait 7 ans, sa grand-mère était tombée gravement malade. L'infirmière de secteur, Frau Anna, venait faire les injections et poser les perfusions. Clara la regardait comme une magicienne, quelqu'un capable de chasser la maladie et d'apaiser la douleur. « Moi aussi, je veux faire ça », avait-elle dit un jour à sa mère. Et sa mère avait souri. « Tu le feras, ma fille. Tu le feras, c'est sûr. » Après l'école, Clara entra dans un collège médical pour suivre une formation d'infirmière. Les études étaient difficiles, mais passionnantes. Elle faisait partie des meilleures de sa promotion. Non pas parce qu'elle était plus intelligente que les autres, mais parce qu'elle vivait pour cela. Chaque injection, chaque pansement, chaque sourire de patient, tout avait de l'importance. En 3e année, un drame survint. Ses parents allaient rendre visite à la grand-mère et eurent un accident. Tous deux moururent sur le coup. Le monde de Clara s'effondra. Elle faillit abandonner ses études. À quoi bon si les personnes les plus chères n'étaient plus là? Mais sa grand-mère, malgré son âge et ses maladies, trouva les mots. « Clarochka, dit-elle, tes parents n'auraient pas voulu que tu abandonnes. Ils étaient fiers de toi. Ne les déçois pas. » Clara ne les déçut pas. Elle termina le collège avec mention, obtint son diplôme avec les honneurs et trouva un poste dans une polyclinique municipale. Elle travaillait énormément, presque 100 jours de repos. Le travail devint son salut. Tant que les mains étaient occupées, la tête ne pensait pas à la tristesse. Elle rencontra Thomas par hasard. Il était venu en consultation avec une coupure à la main, s'étant blessé en ouvrant une boîte maladroitement. Clara désinfecta la plaie et posa un pansement. Rien d'extraordinaire. Mais pour une raison quelconque, lui se souvint d'elle. Il revint le lendemain, soi-disant pour refaire le pansement, bien que la blessure fût insignifiante. Puis encore une fois. Et encore. « Je suis tombé amoureux de toi au premier regard », disait-il plus tard. Et Clara y croyait.
Comment ne pas croire un homme beau, sûr de lui, qui te regarde comme si tu étais un miracle? Thomas avait 7 ans de plus qu'elle. Il possédait sa propre entreprise de construction, petite, mais en pleine croissance. Il paraissait fiable, sérieux, quelqu'un avec qui l'on pouvait construire un avenir. Au bout de 6 mois, ils commencèrent à vivre ensemble. Clara emménagea chez lui, dans cet appartement même dont il l'avait chassé la veille. Thomas disait qu'il se marierait plus tard, quand tout se serait stabilisé. Elle n'insistait pas. Quelle importance, un tampon ou non? L'essentiel, c'est qu'ils étaient ensemble. Les 2 premières années furent heureuses. Thomas était attentionné, tendre, offrait des fleurs, l'emmenait au restaurant, rêvait d'enfants. Plus tard, quand l'entreprise sera bien lancée. Clara attendait. Puis quelque chose changea. Thomas rentrait de plus en plus tard, s'agaçait pour des broutilles, ne remarquait plus sa fatigue après les gardes de 24 heures. Les conversations sur le mariage se résumaient à des prétextes. Pas maintenant, ce n'est pas le moment, attends. Clara mettait cela sur le compte des difficultés professionnelles. Elle essayait d'être encore meilleure. Cuisinait ses plats préférés, ne se plaignait pas de la fatigue, ne demandait pas d'attention. Elle pensait que si elle devenait parfaite, il redeviendrait comme avant. Mais il ne redevint jamais comme avant. J'étais aveugle, dit amèrement Clara en terminant son récit. Pendant 5 ans, j'ai cru en un homme qui ne m'a jamais aimé. Pour lui, j'étais pratique, comme un meuble, jusqu'à ce qu'il trouve un modèle plus récent. Heinrich écoutait en silence, sans l'interrompre. Quand elle se tut, il regarda longtemps par la fenêtre, comme s'il y voyait quelque chose d'important. « Tu sais, Clara, dit-il enfin, tu n'y es pour rien. Aimer n'est pas une faiblesse. Faire confiance n'est pas une bêtise. Le fautif, c'est celui qui trahit cette confiance, pas toi. » Clara sentit les larmes lui piquer les yeux. « Je ne comprends tout simplement pas quoi faire maintenant. Toute ma vie. La vie n'est pas finie, elle ne fait que commencer. » Le vieil homme se leva et s'approcha de la fenêtre. « Tu es jeune, en bonne santé, tu as une bonne profession. C'est déjà bien plus que ce que beaucoup possèdent. » Il se tourna vers elle. « J'ai une proposition. Reste ici quelque temps. Calme-toi, reprends-toi, ne te presse pas. » « Mais je ne peux pas. » « Tu peux. » Heinrich leva la main pour couper son objection. « Cette maison est trop grande pour un vieil homme seul, et cela me fera même plaisir qu'il y ait quelqu'un d'autre ici. Tu aideras pour les tâches ménagères, si ta conscience ne te permet pas de vivre gratuitement, mais je ne te demanderai pas d'argent. » Clara ne savait que dire. C'était trop généreux, trop inattendu, trop semblable à un conte de fées. Pourquoi êtes-vous si bon avec moi? Nous ne nous connaissons même pas. Le vieil homme soupira. Il s'approcha du buffet, en sortit une vieille photographie dans un cadre en argent et la tendit à Clara. Sur la photo se trouvait une jeune femme d'une 30aine d'années, au sourire doux et aux yeux bienveillants. À côté d'elle, un homme dans lequel on reconnaissait à peine Heinrich, et une fillette d'une 10aine d'années, le portrait craché de sa mère. « Ma femme, Elisabeth, et ma fille Sophie, » dit-il doucement. « Elles ne sont plus là depuis 15 ans. » Clara se tut, sentant que tous les mots seraient superflus. « Un accident, » poursuivit Heinrich. « Une route d'hiver, du verglas. Le conducteur de la voiture en face a perdu le contrôle. Elles sont mortes sur le coup. Lui a survécu, avec quelques fractures. » Il reprit la photo et la remit à sa place. Je pensais alors mourir de chagrin. Je voulais mourir, mais je ne suis pas mort. Et peu à peu, j'ai compris qu'il fallait continuer à vivre. Pour elles. Faire ce qu'elles auraient approuvé. Et qu'auraient-elles approuvé? La bonté. Heinrich sourit, tristement mais avec lumière. Elisabeth disait toujours « Aide ceux qui en ont besoin. Pas pour une récompense, simplement parce que tu le peux. Alors j'aide, à ma manière. » Il se rassit à table. Cette maison est tout ce qu'il me reste de ma vie d'avant. J'enseignais autrefois à l'université, professeur d'histoire de l'art. Je gagnais bien ma vie, j'ai fait plusieurs découvertes, écrit des livres. Et puis tout a perdu son sens. Les collègues se sont détournés. Qui veut fréquenter quelqu'un qui voit le monde en noir?
Les amis ont disparu. Je suis resté seul. Et c'est alors que vous avez commencé à sortir dans la rue? Oui, pas tout de suite, bien sûr. Au début, je me promenais simplement pour ne pas devenir fou dans une maison vide. Puis j'ai commencé à observer les gens, à voir ce qu'ils sont vraiment, quand ils ne savent pas qu'on les regarde, quand ils pensent que personne ne les voit. Heinrich secoua la tête. Tu sais ce que j'ai compris? La plupart des gens sont indifférents. Pas méchants, juste indifférents. Ils passent devant un mendiant, ne remarquent pas quelqu'un tomber, ne s'arrêtent pas pour aider. Non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont trop absorbés par eux-mêmes. Mais tout le monde n'est pas comme ça, si? Non, pas tout le monde. Et ces rares-là sont comme de l'or dans le sable, rares et précieux. Il la regarda. Tu en fais partie, Clara. Hier, je me suis assis exprès à cet arrêt. Je l'observe depuis longtemps. C'est un endroit intéressant. Les gens s'assoient, attendent le bus. Certains me voient et s'éloignent. D'autres font semblant de ne pas me remarquer. Mais que quelqu'un partage sa nourriture. Clara baissa les yeux. Ce n'était pas si difficile. Justement, pour toi, c'était naturel. Tu ne pensais pas à toi alors que tu étais au plus mal. Tu pensais à un autre être humain. C'est cela, la vraie bonté, quand elle vient de l'intérieur et n'attend pas de récompense. Ils restèrent silencieux. Le soleil monta plus haut, inondant la cuisine d'une lumière douce. Bon. Heinrich tapa des mains sur ses genoux. Assez de conversations tristes. Dis-moi, tu travailles aujourd'hui? Le travail. Clara l'avait complètement oublié. Mon Dieu, quelle heure est-il? Je commence à 9 heures. 8 heures moins le quart. Tu auras le temps. Si je me dépêche. Va, va. Il sourit. Les clés de la maison sont sur la commode dans le hall. Rentre quand tu veux. La porte t'est toujours ouverte. Clara bondit, se précipita vers la porte, puis s'arrêta. Heinrich, merci. Je ne sais même pas comment. File, fit-il d'un geste de la main. Tu me remercieras plus tard, quand tout ira mieux. Clara arriva au travail de justesse. Elle entra en trombe dans la polyclinique 3 minutes avant le début de son service, en enfilant sa blouse en marchant. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Katia, sa meilleure amie et collègue, la regardait avec surprise. Tu es toute décoiffée. Et tu as un air étrange. Il s'est passé quelque chose? Il s'est passé quelque chose. Clara reprit son souffle. Katia, j'ai tellement de choses à te raconter. Mais plus tard, d'accord? Là, je ne peux pas. D'accord, plus tard. Katia fronça les sourcils, sentant clairement que quelque chose n'allait pas. Mais tu vas bien au moins? Oui, ça va. Vraiment. Le service commença, et Clara n'eut plus le temps de parler. Les patients se succédaient, prendre la tension, faire une injection, poser une perfusion, panser une plaie. Les mains travaillaient machinalement, la tête était occupée. Et c'était bien. Pas besoin de penser à la veille. Vers midi, quand le flot se calma un peu, Marcus, le médecin généraliste du secteur voisin, passa la tête dans la salle de soins. « Clara, je peux te prendre une minute? » « Oui, bien sûr. » Marcus était un bon médecin, attentif, soigneux. Les patients l'aimaient, les collègues le respectaient. Il avait 32 ans, n'était pas marié, et Clara avait souvent remarqué la façon particulière dont il la regardait, mais elle détournait toujours les yeux. Thomas. Elle pensait à Thomas. Maintenant, Thomas n'était plus là, et elle pouvait regarder où elle voulait. « Tu es différente aujourd'hui, » dit Marcus en fronçant les sourcils. Pâle, les yeux rouges. « Tout va bien? » « Oui, ça va. Je n'ai juste pas dormi cette nuit. » Il la regarda attentivement, comme s'il voyait à travers elle. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, d'aide, d'un conseil, ou simplement de parler, dis-le, d'accord? » « D'accord. » Clara sourit. Pour la première fois depuis 24 heures. « Merci, Marcus. » Juste Marcus. Il lui rendit son sourire. « On est collègues, et puis, pas tout à fait des étrangers. » Après son départ, Clara resta longtemps à regarder la porte refermée. Une chaleur étrange se répandit dans sa poitrine. Agréable, presque oubliée.
Le service se termina à 6 heures du soir. Clara se changea, dit au revoir à Katia, qui la regardait avec suspicion, attendant visiblement des explications. Mais Clara promit d'appeler plus tard et sortit dans la rue. Et s'arrêta net. À l'entrée de la polyclinique, appuyé contre son SUV argenté, se tenait Thomas. Il était impeccablement vêtu. Costume cher, chaussures cirées. Il souriait de ce sourire qui autrefois faisait battre son cœur plus vite. « Salut, Clara !» Elle ne répondit pas. Passa simplement devant lui en silence, se dirigeant vers l'arrêt de bus. « Hé, attends !» Thomas la rattrapa et lui attrapa le bras. « Où tu vas? Je veux te parler. »« Je n'ai rien à te dire. » Clara retira son bras. « Lâche-moi. »« Allez, ne te fâche pas. » Il tenta de la prendre par le coude. « J'ai un peu dépassé les bornes hier, ça arrive. Discutons-en. » « Discuter de quoi? De la façon dont tu m'as mise à la porte? De la manière dont tu as amené ta maîtresse dans notre appartement? Eh bien... » Thomas hésita. « Avec Christina, ce n'est pas ce que tu crois. C'est temporaire. » « Temporaire? » Clara s'arrêta. « Tu as dit qu'elle emménageait chez toi pour de bon. Enfin, pas vraiment pour de bon. Elle restera un peu, et puis on verra. » Il se dérobait. Elle le voyait clairement, comme jamais auparavant. Voyait ses yeux fuyants, le tremblement aux commissures de ses lèvres. Il mentait. Il mentait encore, comme il avait menti pendant 5 ans. « Qu'est-ce que tu veux, Thomas? » « Je veux savoir où tu vis maintenant. » Il haussa négligemment les épaules. « Je m'inquiète, tu sais. Après tout, on a vécu ensemble tant d'années. »« Tu t'inquiètes ?» Clara éclata d'un rire amer. « Hier, tu m'as jeté à la rue avec un seul sac, et aujourd'hui tu t'inquiètes? Enfin, alors, où est-ce que tu loges ?» Et là, elle comprit. Il l'avait vue. Il l'avait vue la veille au soir entrer dans le manoir. Et maintenant, il voulait des détails. « Ça ne te regarde pas. »« Allez, Clara. » Thomas changea de ton. Sa voix devint douce, presque caressante. « Je m'inquiète vraiment, tu sais. Tu n'es pas une étrangère pour moi. Hier, j'étais une étrangère. Aujourd'hui, soudain, je ne le suis plus. » Elle se détourna et alla vers l'arrêt. Thomas ne la lâchait pas. « Écoute, j'ai vu dans quelle maison tu es entré. Un manoir luxueux dans le centre historique. C'est à qui? Un riche parent sorti de nulle part? Ou tu t'es trouvé un nouveau sponsor? » Voilà. Il pensait qu'elle était devenue riche ou qu'elle avait trouvé un protecteur fortuné, et maintenant il voulait... « Ça ne te regarde pas, » répéta Clara. « Allez, Clara. » Thomas lui saisit l'épaule et la força à se tourner vers lui. « On a vécu 5 ans ensemble. Tu ne me dois pas au moins une réponse honnête? » « Honnête ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Et toi, tu as été honnête avec moi? Quand tu couchais avec Christina, tu étais honnête? Quand tu promettais de m'épouser sans jamais en avoir l'intention, tu étais honnête? » Thomas serra les dents. Le masque tomba. En dessous, il n'y avait que l'agacement et la colère. « Bon, assez de ce cirque. Je veux juste savoir qui est ce vieil homme et ce que tu fais dans sa maison. Rien qui te concerne. » « Clara, ne me mets pas en colère. » Sa voix devint menaçante. « Je finirai par le savoir. J'ai des relations. Tu ferais mieux de me le dire toi-même. » « Non. » Le bus arriva. Clara se libéra de son emprise et bondit à l'intérieur. Les portes se refermèrent juste devant le nez de Thomas. Par la vitre arrière, elle le vit rester à l'arrêt, regardant le bus s'éloigner. Son visage était déformé par la rage. Son cœur battait dans sa gorge, ses mains tremblaient. Clara comprenait que ce n'était pas fini. Thomas ne lâcherait pas. Il avait quelque chose en tête, et tant qu'il n'obtiendrait pas ce qu'il voulait, il ne se calmerait pas. Mais quoi exactement? Le manoir l'accueillit avec chaleur et lumière. Heinrich l'attendait dans la cuisine. Sur la table, il y avait une assiette de soupe fumante, du pain frais et du thé. « Entre, assieds-toi, tu dois être fatigué. » C'est peu dire. Clara se laissa tomber sur une chaise. « Heinrich,
J'ai quelque chose à vous raconter. Elle lui parla de sa rencontre avec Thomas, de ses questions, de la façon dont il l'avait suivi, de son intérêt évident pour le manoir. Le vieil homme écoutait en silence, tapotant la table du bout des doigts. Lorsqu'elle eut terminé, il resta longtemps pensif. « Donc, il t'a vu entrer hier soir, dit-il enfin. Et maintenant, il veut comprendre ce qui se passe. Oui, Heinrich, j'ai peur qu'il ne me lâche pas. Il est comme ça. Quand il a une idée en tête, il va jusqu'au bout. Et selon toi, qu'a-t-il en tête ?» Clara se tut un instant, puis dit ce qu'elle avait peur même de penser. « Il croit qu'il y a de l'argent ici, ou que vous êtes un vieil homme riche qu'on peut utiliser. » Heinrich sourit en coin. « Beaucoup ont essayé de m'utiliser. Aucun n'y est parvenu. Vous ne connaissez pas Thomas. Il est propriétaire d'une entreprise de construction. Il a des relations. Des avocats? Des connaissances douteuses? Il peut... Quoi? Que peut-il faire? » Le vieil homme la regardait calmement. « M'enlever la maison? Il faut des raisons pour cela. Me menacer? Je suis trop vieux pour avoir peur des menaces. Quoi d'autre? Je ne sais pas. » Clara serra les mains. « Je sens juste qu'il est dangereux. J'ai vécu 5 ans avec lui en pensant le connaître. Mais hier, j'ai vu un autre homme. Froid, cruel, capable de tout. » Heinrich se leva, s'approcha de la fenêtre et resta longtemps à regarder l'obscurité derrière la vitre. « Clara, j'ai vécu longtemps. J'ai vu toutes sortes de gens, des bons et des mauvais. Et tu sais ce que j'ai compris? Le mal ne gagne jamais. Il peut paraître fort, sembler tout-puissant, mais à la fin, il perd toujours. » Il se tourna vers elle. « Ton Thomas, là, il est cupide? » Très. La cupidité est une faiblesse. Une personne cupide finit toujours par faire des erreurs, tôt ou tard. En attendant qu'il les fasse, nous serons prudents. Heinrich retourna à la table. « Mange la soupe, elle refroidit. Et demain, je te montrerai quelque chose. Je te raconterai l'histoire de cette maison. Je pense que ça t'intéressera. » La nuit, Clara dormit de nouveau mal. Elle resta allongée dans le noir, regardant le plafond, pensant à Heinrich et à sa famille disparue, à la maison pleine de secrets, à Thomas qui ne renoncerait pas, à Marcus qui la regardait avec tant de compréhension. À l'aube, elle finit par somnoler et fit un rêve étrange. Elle se tenait au milieu d'une immense salle éclairée par des centaines de bougies. Autour d'elle, des couples dansaient, des hommes en costumes anciens, des femmes en robes somptueuses. La musique jouait, les lustres de cristal scintillaient. Et soudain, tout s'arrêta. Les gens se figèrent, la musique se tut. Dans le silence qui suivit, Clara entendit une voix, douce, féminine. « Protège-le, il est le dernier d'entre nous. » Elle se réveilla le cœur battant, sans comprendre ce que cela signifiait. Le matin, au petit déjeuner, Heinrich tint sa promesse. « Viens, dit-il quand ils eurent fini leur café. Je vais te montrer la maison, la vraie maison. » La visite dura presque 2 heures. Le manoir se révéla encore plus grand qu'elle ne l'imaginait. 3 étages, des dizaines de pièces, un sous-sol, un grenier. Chaque pièce ressemblait à un petit musée. Des meubles anciens, des tableaux, des statues, des livres anciens. « Cette maison appartient à ma famille depuis plus de 150 ans, racontait Heinrich. Mon arrière-grand-père l'a construite à la fin du 19e siècle. C'était un industriel. Il a fait fortune grâce aux manufactures textiles. Après la guerre, la maison a failli être confisquée, mais ma grand-mère a réussi à la conserver. Elle vivait ici avec sa famille. Et comment est-elle restée à vous? Par héritage. J'étais déjà professeur à l'époque. J'avais écrit plusieurs livres. Je gagnais bien ma vie. Quand j'ai reçu la maison, j'ai dépensé toutes mes économies pour la restaurer. Je me suis endetté, mais ça en valait la peine. » Ils s'arrêtèrent devant un grand portrait. Un homme en redingote ancienne, avec une moustache fournie et un regard sévère. Mon arrière-grand-père, Wilhelm von Reichenbach. C'est de lui que j'ai hérité de cette maison. Von Reichenbach. Clara tressaillit.
Ce nom lui disait quelque chose. Mais où l'avait-elle entendu? Il n'était pas seulement homme d'affaires, poursuivit Heinrich. C'était aussi un mécène. Il aidait les artistes, les musiciens, entretenait un orphelinat. Il disait que l'argent devait servir le bien, sinon, il devient le mal. On dirait que vous lui ressemblez. Le vieil homme sourit tristement. J'essaie, même si le chemin a été long. Il se tut un instant. Après la mort d'Élisabeth et de Sophie, je me suis renfermé. Je voulais vendre la maison, partir ailleurs. Je ne pouvais plus rester ici. Tout me les rappelait. Mais vous ne l'avez pas vendue? Non. Une nuit, j'ai fait un rêve. Mon arrière-grand-père se tenait ici même, devant son portrait, et disait « Cette maison est notre héritage. Ne la trahis pas. » Clara se rappela son propre rêve, la voix de femme. « Protège-le. Il est le dernier d'entre nous. » Heinrich, avez-vous d'autres héritiers, à part ceux que vous avez perdus? Il secoua la tête. Personne. Sophie était mon unique enfant. Après elle, je n'ai pas pu. Je n'ai pas voulu. Et que deviendra la maison plus tard, quand vous mourrez? Il prononça ces mots calmement, sans peur. C'est à cela que je pense depuis des années. Cette maison est trop précieuse pour être donnée à l'État ou vendue à un riche qui en ferait un énième centre de bureau. Il faut quelqu'un qui la préservera, qui comprendra son âme. Il posa sur Clara un long regard scrutateur. Elle sentit le sang lui monter aux joues. « Ne te presse sur rien, » dit-il doucement. « Nous avons encore beaucoup de temps. » Les jours passaient. Clara s'installait peu à peu dans le manoir, apprenait à s'orienter dans le labyrinthe de pièces et de couloirs, découvrait l'histoire de chaque tableau, de chaque statue. Elle aimait s'asseoir dans la bibliothèque, une immense salle tapissée de livres jusqu'au plafond. Avec Heinrich, ils se rapprochèrent encore davantage. Il se révéla être un interlocuteur étonnant, intelligent, cultivé, doté d'un sens de l'humour subtil. Il racontait des anecdotes de sa vie universitaire, montrait des albums de reproduction de tableaux, expliquait comment distinguer un original d'une copie. Au travail, tout suivait son cours. Quand Katia apprit ce qui s'était passé, elle faillit étouffer Clara dans une étreinte. « Mon Dieu, pourquoi tu ne me l'as pas dit tout de suite? Je t'aurais accueilli, j'aurais dormi par terre s'il le fallait. Tout va bien maintenant, je te le jure. » « Tu es sûr que ce vieil homme est normal? » »« Absolument, il est juste seul et gentil. » Marcus, lui aussi, passait plus souvent. Tantôt il apportait un café, tantôt demandait conseil pour un patient compliqué, tantôt venait simplement discuter. Clara se surprenait à attendre ses visites, à sourire quand elle le voyait apparaître à la porte. « Vous vous connaissez depuis longtemps ?» demanda un jour Katia, les voyant discuter dans le couloir. « Oui, on travaille ensemble depuis toujours. »« Ah oui, vous travaillez. » Katia plissa les yeux avec malice. « Et lui, il te regarde comme s'il avait surtout envie de ne pas travailler. »« Katia !»« Quoi, Katia? Je vois bien. Et toi aussi, d'ailleurs. Tu crois que je ne remarque pas ?» Clara balaya la remarque d'un geste, mais au fond d'elle, elle savait que son amie avait raison. Quelque chose changeait, quelque chose de chaud, d'effrayant par sa nouveauté, s'éveillait en elle. Et puis, arriva ce qu'elle redoutait. Cela se produisit 2 semaines après son expulsion. Clara rentrait du travail, comme d'habitude, en bus. Elle descendit à son arrêt, tourna dans la ruelle menant à la place du manoir, et elle vit Thomas. Il se tenait près des grilles en fer forgé menant au jardin. À côté de lui, 2 hommes en veste de cuir. Ils examinaient quelque chose, pointant la maison du doigt. Clara s'arrêta. Son cœur se mit à battre avec inquiétude. Et voilà la maîtresse de maison. Thomas l'aperçut et afficha un large sourire. « Salut, Clara, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu fais ici? Je montre juste un bien immobilier intéressant à des amis. » Il s'approcha, souriant avec condescendance. « Jolie maison, hein? Intéressant de savoir combien on pourrait la vendre. » « Elle n'est pas à vendre. »« Pas encore, » ricana Thomas. « Mais tout change, tu sais, surtout quand le propriétaire est un vieil homme seul, sans héritier. »
Clara sentit le froid l'envahir. « Comment sais-tu ? J'ai beaucoup d'amis, Clara, dans des endroits très divers. » Il fit un signe à ses compagnons. « Petrovitch, montre les papiers à la jeune femme. » L'un des hommes sortit de sa poche une feuille pliée et la tendit à Clara. Elle la déplia et se figea. C'était un extrait du registre foncier concernant le manoir d'Heinrich. « Comme tu le vois, j'ai fait mes devoirs, » dit Thomas avec suffisance. La maison est enregistrée au nom de Heinrich von Reichenbach, 72 ans. Veuf, héritière unique, sa fille, décédée. Pas de nouveaux héritiers. Une situation très, très intéressante. Qu'est-ce que tu veux ? Moi ? Thomas feignit la surprise. Rien de spécial. Je veux juste aider un vieil homme solitaire. Tu sais, à son âge, il est difficile de s'occuper d'une maison aussi grande. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas lui proposer un partenariat ? Je prends en charge la gestion du bien et lui vis tranquillement le reste de sa vie. Tu veux lui prendre la maison ? Pourquoi être si brutal ? Je veux aider. Contre une rémunération raisonnable, bien sûr. Clara le regardait sans le reconnaître. Ce n'était plus l'homme qu'elle avait aimé pendant 5 ans. C'était un prédateur qui avait flairé une proie. Tu ne feras pas ça. Et qui m'en empêchera ? Toi ? Thomas éclata de rire. Clara, tu as oublié à qui tu as affaire. J'ai une entreprise de construction, des avocats, des relations dans l'administration. Si je le veux, je trouverai n'importe quel motif contre cette maison. Infraction aux normes incendie, litiges historiques sur la propriété. Les options sont nombreuses. C'est du chantage. C'est du business. Il s'approcha encore, baissa la voix. Mais il y a une autre option. Tu reviens avec moi. On oublie tout ce qui s'est passé, et on vit comme avant. Quoi ? Clara recula d'un pas. Tu es sérieux ? Tout à fait. Christina m'a lassé. Une poule stupide, pour être honnête. Et toi, tu m'as toujours plu, Clara. Si tu joues à ce jeu avec un vieil homme riche, eh bien, j'admire. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies autant de poigne. Je ne joue à rien. D'accord, d'accord. Il leva les mains en signe d'apaisement. Comme tu veux. Mais réfléchis à ma proposition. Tu as 1 semaine. Il fit signe à ses compagnons, et tous 3 s'éloignèrent. Arrivé au coin de la rue, Thomas se retourna. 1 semaine, Clara. Ensuite, le spectacle commence. Le soir, Clara raconta tout à Heinrich. Il écoutait en silence, sans l'interrompre. Son visage restait calme, seules ses mâchoires se contractaient légèrement. « C'est ce que je pensais, » dit-il enfin. Tout se passait trop facilement. « Heinrich, pardonnez-moi, c'est à cause de moi. » Des sottises. Il secoua la tête. Tôt ou tard, quelqu'un aurait attiré l'attention sur cette maison. Un vieil homme seul avec un bien précieux est une proie tentante pour les escrocs. Mais que faire ? Thomas a vraiment des relations. Il peut quoi ? Heinrich sourit en coin. Cette maison appartient à ma famille depuis plus d'1 siècle. Tous les documents sont en règle. Je paie mes impôts, je respecte les lois. Que peut-il me reprocher ? Il parlait de sécurité incendie, de litiges sur la propriété. Des menaces creuses. Oui, il peut me rendre la vie difficile, envoyer des inspections, lancer des procédures judiciaires. Mais gagner, il ne le pourra pas. Et s'il ? Clara hésita. Et s'il prenait une autre voie, illégale ? Le vieil homme la regarda attentivement. Tu penses qu'il est capable de violence ? Je ne sais pas. Avant, j'aurais dit non. Mais maintenant... Heinrich se leva et s'approcha de la fenêtre. J'ai vécu longtemps, dit-il lentement. Et je n'ai pas peur de la mort. Mais... Il se tourna vers Clara. J'ai quelque chose qu'il n'a pas pris en compte. Quelqu'un. Qui ? Tu le verras demain. Maintenant, va dormir. Et n'aie pas peur. Nous allons nous en sortir. Le lendemain, Heinrich partit quelque part dès le matin. Il revint vers midi, accompagné. Avec lui se trouvait une femme, grande, droite, d'une 60aine d'années. Les cheveux gris tirés en chignon soigné, très peu de maquillage, un tailleur strict, des lunettes à monture fine.
Elle ressemblait à une directrice d'école ou à une juge. Clara, je te présente Martha, ma voisine et une vieille amie. Martha lui tendit la main. Sa poignée était ferme. Alors c'est toi. Heinrich m'a beaucoup parlé de toi. Il a parlé de moi? Nous nous connaissons depuis longtemps, expliqua le vieil homme. Martha habite la maison d'en face et, autrefois, elle travaillait comme enquêtrice. 30 ans dans les services, confirma la femme. Colonel à la retraite, chef de la brigade de lutte contre les crimes économiques. Clara sentit l'espoir frémir dans sa poitrine. Vous pouvez nous aider? Je le fais déjà. Martha s'assit dans un fauteuil, croisa les jambes. Raconte depuis le début tout ce que tu sais sur ce Thomas. Clara raconta tout, depuis le début de leur relation jusqu'à la conversation de la veille. Martha écoutait en prenant des notes dans un petit carnet. Intéressant, dit-elle quand Clara eut terminé. Une entreprise de construction, dis-tu. Comment s'appelle-t-elle? SK Empire. Attends un peu. Martha fronça les sourcils. SK Empire. Ce ne serait pas l'entreprise qui a construit le complexe résidentiel Solnekny sur la Neustadtstrasse? Il me semble, oui. Thomas a mentionné ce projet. Intéressant. Elle échangea un regard avec Heinrich. Très intéressant. Pourquoi? Parce que Solnekny est actuellement sous enquête du parquet. Les habitants se plaignent de fissures dans les murs, de fuites. Il y a des soupçons de violation lors de la livraison du bâtiment. Et cela, c'est une affaire pénale. Clara sentit son pouls s'accélérer. Vous voulez dire? Pour l'instant, je ne veux rien dire, mais je vais vérifier. Martha referma son carnet. J'ai encore des contacts. Je vais voir ce qu'il en est. Si ton ex est réellement impliqué dans quelque chose de sérieux, ces menaces seront la dernière chose dont il devrait se soucier. Elle se leva. Donnez-moi quelques jours. Et vous, restez discret. Aucun contact avec lui. S'il se présente, n'ouvrez pas. Appelez la police. Merci, dit Clara. Merci infiniment. Tu me remercieras quand il y aura matière à remercier. Après le départ de Martha, Heinrich expliqua leur histoire. Ils s'étaient rencontrés de nombreuses années auparavant, lorsque Martha enquêtait sur une affaire de détournement à l'université. Heinrich était l'un des témoins. L'affaire n'avait abouti à rien. Les coupables avaient échappé à la justice. Mais une amitié était née entre eux. Elle a perdu son mari à peu près à la même époque que moi, ma famille, racontait-il. Nous nous soutenions mutuellement, voisins, amis, rien de plus, juste 2 personnes seules. Elle vous a déjà aidé auparavant? Ça arrivait. 2 ou 3 fois, elle a fait fuir des escrocs qui tentaient de gagner ma confiance. L'un a même menacé de procès. Elle l'a regardé d'une telle manière qu'il s'est volatilisé et n'est jamais revenu. Clara sourit. Elle impose le respect. Et comment? Dans sa jeunesse, elle était la terreur du milieu criminel. Tous la craignaient, des pickpockets aux grands voleurs. Heinrich se tut un instant. Si elle découvre quelque chose sur ton Thomas, il ne s'en sortira pas indemne. Les jours s'étirèrent dans une attente anxieuse. Thomas ne reparut plus, mais Clara sentait sa présence. Parfois, elle avait l'impression d'être suivie. Dans la rue, à la polyclinique. De la paranoïa peut-être. Ou peut-être pas. Au travail, tout se déroulait comme d'habitude. Les patients, les soins, les files d'attente interminables. Katia la regardait avec inquiétude, mais cessa de poser des questions. Elle avait compris que son ami ne voulait pas parler. En revanche, Marcus apparaissait de plus en plus souvent. Un jour, il la trouva dans la salle de soins. Elle était assise près de la fenêtre, le regard perdu. Il n'y avait pas de patient, il restait 1 heure avant la fin de son service. « Et ?» Il s'assit à côté d'elle. « Tu vas bien ?»« Oui, je réfléchissais juste. »« À quoi ?» Clara se tut. Dire? Ne pas dire? L'impliquer dans ses problèmes? Clara. Marcus lui prit la main. Je vois que quelque chose ne va pas. Je le vois depuis longtemps. Et je veux aider, si tu me le permets. Sa main était chaude, ferme, rassurante. C'est une longue histoire, dit-elle doucement. J'ai le temps. Et Clara raconta. Pas tout.
Elle passa sous silence Martha et l'enquête, mais elle parla de Thomas, de ses menaces, de la peur. Marcus écoutait en silence. Son visage s'assombrissait à chaque mot. « Alors voilà ce qu'il se passe, » dit-il enfin. « Voilà pourquoi tu étais comme ça. » « Comment ça ?»« Perdu, effrayé. Je pensais que c'était le travail ou la santé. »« Non, c'est personnel. » « Clara. » Il serra sa main plus fort. « Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul. Je suis là. Et je resterai là tant que tu me le permettras. » Elle leva les yeux vers lui et y vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez Thomas. De la sincérité, de l'attention, de vrais sentiments. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci, Marcus. » Il porta sa main à ses lèvres et l'effleura d'un baiser. « Tout ira bien, je te le promets. » Le vendredi soir, Martha arriva avec des nouvelles. Ils étaient assis dans le salon, Clara, Heinrich et elle. Dehors, la nuit tombait, le feu crépitait dans la cheminée. « Alors voilà, » commença Martha en étalant des documents sur la table. « Ce que j'ai trouvé dépasse toutes mes attentes. » Elle sortit ses lunettes et les mit. SK Empire. Officiellement, une entreprise de construction de taille moyenne, spécialisée dans les immeubles d'habitation de classe économique. Propriétaire, ton Thomas Müller, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Elle déplia la première feuille. L'entreprise a participé à des appels d'offres publics et les a remportés avec une fréquence suspecte. L'analyse montre que 3 appels d'offres sur 5 présentent des signes de fraude. Devis gonflés, sous-traitants fictifs, pots de vin versés à des fonctionnaires. Le cœur de Clara se serra. « Et ce n'est pas fini », poursuivit Martha. « Le fameux complexe Solnecny. Le bâtiment a été livré avec des violations flagrantes. Matériaux de mauvaise qualité, économie sur les fondations. Les experts disent que dans quelques années, l'immeuble pourrait devenir dangereux. Et des gens y vivent, des familles, des enfants. » « Mon Dieu », murmura Clara. « Et ce n'est toujours pas tout. » Martha sortit un autre document. Infraction fiscale, blanchiment d'argent via des sociétés écrans. Le tableau complet. Et maintenant ? Maintenant, le parquet prépare l'ouverture d'une procédure pénale. J'ai contacté d'anciens collègues, transmis certaines informations. La machine est lancée. Heinrich hocha la tête. Donc, ces menaces. Du vent. Il a d'autres soucis désormais. Il ferait mieux de penser à se sauver lui-même. Martha retira ses lunettes. Mais il y a un problème. Lequel ? Un rat acculé est dangereux. Quand il comprendra que l'affaire est sérieuse, il peut tenter un coup. Cacher de l'argent, détruire des documents. Ou... Elle regarda Clara. Se venger de ceux qu'il juge responsables de sa chute. Vous pensez qu'il pourrait... Je pense qu'il faut être prêt à tout. Les enquêteurs travaillent vite, mais il faudra encore quelques jours. D'ici là, soyez prudents. Verrouillez les portes. N'ouvrez à personne. Et voilà. Elle sortit une carte de visite de son sac. Mon numéro. Appelez à n'importe quelle heure, jour ou nuit. Clara prit la carte. Ses mains tremblaient légèrement. Merci pour tout. Tu me remercieras quand tout sera terminé. Cette nuit-là, Clara rêva de nouveau de la grande salle aux couples dansants. Mais cette fois, la musique était inquiétante, dissonante. Les gens tournaient de plus en plus vite, leurs visages se déformèrent de peur. Et de nouveau cette voix féminine. « Protège-le, le temps presse. » Elle se réveilla en sueur. Dehors, il faisait encore nuit. Quelque chose allait arriver. Elle le sentait de tout son être. Le samedi matin, Heinrich déclara « Je veux te montrer quelque chose de spécial. Mon bureau. » Le bureau se trouvait au 3e étage, tout au bout du couloir. Une lourde porte en chêne, une poignée en bronze en forme de tête de lion. « Je laisse rarement entrer quelqu'un ici, » dit le vieil homme en sortant la clé. « C'est mon espace personnel, l'endroit où je garde ce que j'ai de plus précieux. » La porte s'ouvrit dans un léger grincement. Clara resta figée sur le seuil. La pièce était petite, mais chaque centimètre respirait l'histoire. Des étagères de livres du sol au plafond, un ancien bureau avec une lampe verte, et des tableaux.
des dizaines de tableaux, de petites esquisses à de grandes toiles. C'est la collection de mon grand-père, expliqua Heinrich. Il était un collectionneur passionné de peinture. Ici, des œuvres de maîtres européens du XIXe siècle, quelques gravures italiennes, mais... Clara n'écoutait déjà plus. Son regard était attiré par un tableau, un petit portrait dans un cadre de bois simple. Une jeune femme en robe blanche, cheveux sombres, regard sérieux, sourire doux. Qui est-ce? Heinrich s'approcha. Mon arrière-grand-mère, Éléonore von Reichenbach, l'épouse du fondateur de la maison. Elle est belle. Elle l'était. Et très bonne, d'après les récits familiaux. On dit qu'elle avait organisé ici un hôpital gratuit pour les pauvres. Elle soignait tous ceux qui venaient, sans argent, sans distinction. Clara regardait le portrait et comprit soudain. C'était elle, la femme de ses rêves, la voix qui disait « Protège-le ». Heinrich, dit-elle, puis s'interrompit. Non, ce n'est rien. Le vieil homme la regarda attentivement. Quoi? Une bêtise. Vous allez penser que je suis folle. Essaie quand même. Clara inspira profondément. Je fais des rêves à propos de cette maison, des gens qui ont vécu ici. Et une voix de femme. Elle me dit de vous protéger. Elle s'attendait à ce qu'il rie ou la regarde comme une folle, mais Heinrich hocha simplement la tête. Éléonore. Quoi? C'est elle, mon arrière-grand-mère. Il s'approcha du portrait. Tu sais, moi aussi, parfois j'entends sa voix, surtout la nuit, quand tout est silencieux. Avant, je pensais que je devenais fou de solitude. Puis j'ai compris. Cette maison est vivante. Elle garde la mémoire de ceux qui ont vécu ici. Clara resta silencieuse. Éléonore était spéciale, poursuivit le vieil homme. On dit qu'elle pressentait les choses, qu'elle savait quand le malheur approchait, qu'elle avertissait les gens. Il se tourna vers Clara. Si elle te dit de me protéger, c'est que le danger est proche. Martha a dit que Thomas pouvait... Oui, il peut. Heinrich sortit quelque chose d'un tiroir du bureau. C'est pour cela, prends-le. C'était un petit paquet. Clara le défit et vit un bracelet ancien, avec une grosse pierre d'ambre. Il appartenait à Éléonore, une relique familiale. On dit qu'il protège celui qui le porte. Mais je ne peux pas. Tu peux, et tu le feras. Il passa le bracelet autour de son poignet. Quoi qu'il arrive, souviens-toi, tu n'es pas ici par hasard. Cette maison t'a choisi. Le dimanche passa dans un calme étrange, trop calme, comme avant une tempête. Clara ne sortit pas. Elle resta dans la bibliothèque, tenta de lire, mais les lettres se brouillaient. Une seule pensée tournait dans sa tête. Que va-t-il se passer? Martha appela le matin. Les enquêteurs préparaient un mandat de perquisition pour les bureaux de SK Empire. L'opération était prévue pour mardi. 2 jours. Il fallait tenir 2 jours. Le lundi, quand Clara rentra du travail, Thomas se tenait devant les grilles du manoir. Seul, sans ses hommes. Il avait l'air différent, décoiffé, mal rasé, chemise froissée, et dans ses yeux quelque chose de sauvage, d'acculé. « Clara !» Il se précipita vers elle. « Clara, il faut que je te parle. Je n'ai rien à te dire. » Elle tenta de le contourner, mais il lui barra le passage. « S'il te plaît, c'est important, très important. Écarte-toi. Clara, écoute-moi. » Il lui attrapa le bras. « On m'a piégé. Tu comprends? Piégé. Quelqu'un balance des infos sur moi au parquet. » Clara se tut. Son cœur battait à tout rompre. « C'est ton œuvre, hein? La tienne et celle de ce vieux. » Les yeux de Thomas brillaient d'une lueur fiévreuse. « C'est vous qui avez monté ça. À vous. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne me mens pas. » Il serra son bras plus fort, jusqu'à lui faire mal. « Je sais que c'est vous. Qui d'autre aurait pu? Qui? Lâche-moi. Je te lâcherai quand tu avoueras. » Il la tira vers une voiture garée un peu plus loin. « Viens. On va parler calmement. » « Non. »
Clara se débattit, mais il était plus fort. Il la saisit par les épaules, la poussa vers la voiture. À cet instant, la porte du manoir s'ouvrit brusquement. Heinrich se tenait sur le seuil. À côté de lui, Marcus. « Lâche-la !» La voix du vieil homme était calme, mais un acier tranchant s'y faisait sentir. Immédiatement. Thomas se figea. Son regard allait de l'un à l'autre. « Ça ne vous regarde pas, vieux. On va régler ça entre nous. Tu es sur ma propriété et tu retiens une femme contre sa volonté. Ça me regarde. » Marcus fit un pas en avant. Il était plus grand et plus solide que Thomas. Un téléphone à la main. « La police est déjà en route. Tu as 1 minute pour déguerpir. » Thomas pâlit. Il lâcha Clara et recula. « Ce n'est pas fini, siffla-t-il. Vous allez tous le regretter. » Il se précipita vers sa voiture, sauta au volant. Une seconde plus tard, le SUV démarra en trombe, les pneus hurlant. Clara tremblait de tout son corps. Marcus accourut et l'enlaça. « Ça va, tout va bien. Il est parti. »« Il reviendra, » murmura-t-elle. « Il reviendra, c'est sûr. » Heinrich s'approcha. « Entrons dans la maison. Ici, ce n'est pas sûr. » La police arriva 15 minutes plus tard. Clara fit une déposition pour l'agression, les menaces et porta plainte. Martha, informée, arriva presque aussitôt. « On accélère l'opération, » dit-elle d'un ton décidé. « Demain matin. » « Mais, pas de mais. Il est dangereux. Il faut le neutraliser au plus vite. » Clara passa la nuit dans sa chambre. Marcus insista pour ne pas la laisser seule. Il dormit sur le canapé du salon. Cette nuit-là, aucun rêve, seulement l'obscurité, dense, inquiétante, et un murmure venu du cœur de la maison. Bientôt, très bientôt. Le mardi matin commença par un appel téléphonique. Clara dormait encore, ou plutôt tentait de s'endormir après une nuit blanche, quand la sonnerie stridente la fit sursauter. Martha. « Clara, allume la télévision, n'importe quelle chaîne d'infos. »« Que se passe-t-il ?»« Tu vas voir. » Clara descendit au salon. Heinrich était déjà devant l'écran. Marcus se tenait à côté de lui. Il avait passé la nuit, refusant catégoriquement de partir. À l'écran, un bâtiment familier. Le siège de SK Empire. Des voitures de police, des agents en uniforme. Interpellés pour soupçon d'escroquerie à grande échelle, disait la présentatrice. Selon les premières estimations, le préjudice causé par les activités de l'entreprise de construction dépasse 200 millions d'euros. Parmi les victimes, les habitants de plusieurs complexes résidentiels construits avec de graves violations. La caméra montra Thomas en gros plan. On le faisait sortir menotté. Il tentait de se cacher le visage, en vain. Clara s'effondra sur le canapé. « C'est fini. » Heinrich posa une main sur son épaule. « Oui, ma fille, c'est fini. » Marcus s'assit près d'elle et prit sa main. Elle ne la retira pas. Les jours suivants passèrent, comme dans un brouillard. Clara fut convoquée à plusieurs reprises comme témoin. Elle raconta tout ce qu'elle savait des affaires de Thomas, de ses menaces, de la tentative d'enlèvement. L'enquêtrice, une jeune femme aux yeux attentifs, notait chaque mot. « Vous avez eu de la chance, » lui dit-elle après un interrogatoire. « Cet homme était dangereux. Nous avons trouvé chez lui, disons, beaucoup de choses intéressantes. » « Quoi exactement ? » « Je ne peux pas entrer dans les détails, mais croyez-moi, vous avez bien fait de le quitter à temps. » Thomas fut inculpé pour plusieurs chefs d'accusation. Escroquerie, fraude fiscale, falsification de documents et, plus grave encore, négligence ayant mis en danger la vie et la santé des citoyens. Les immeubles construits par son entreprise étaient réellement dangereux. Les habitants durent être relogés en urgence. Christina, sa maîtresse, se révéla moins naïve qu'il ne le pensait. Dès que la situation devint critique, elle disparut, emportant une somme importante retirée de ses comptes. Personne ne sut où elle était passée. « La justice, » dit Martha en commentant les nouvelles. « La cupidité se punit toujours elle-même. » Un mois passa. Clara continua de vivre dans le manoir. Heinrich ne voulait même pas entendre parler de son départ. « Où irais-tu ? Dans un appartement loué. Des bêtises. Ici,
C'est ta maison, aussi longtemps que tu le voudras. Elle ne protesta pas. La vérité, c'est qu'en quelques semaines, le manoir était devenu son foyer. Les planchers qui grinçaient, les hauts plafonds, l'odeur des vieux livres. Tout cela faisait désormais partie de sa vie. Et Heinrich aussi. Il était devenu pour elle comme un père, celui qu'elle avait perdu 3 ans plus tôt. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble, discutaient de livres et de films, se promenaient dans le jardin. Il racontait sa vie, elle la sienne. « Tu sais, Clara, dit-il un soir, j'étais très seul avant ton arrivée. Je pensais mourir ainsi, seul, dans une maison vide. Et maintenant ?» Il ne termina pas sa phrase, mais elle comprit. « Moi aussi, je suis heureuse que vous soyez là, » dit-elle doucement. « Vous êtes devenu ma famille. » Le vieil homme sourit de ce sourire qui rendait son visage si bon. « C'est réciproque, ma fille, c'est réciproque. » Avec Marcus, tout évoluait lentement. Après cette nuit où il était resté au manoir, quelque chose avait changé entre eux. Le mur invisible qui se dressait autrefois entre 2 collègues s'était effondré. Désormais, ils se parlaient autrement, ouvertement, librement. Il la raccompagnait après le travail, apportait du café le matin, appelait le soir juste pour savoir comment elle allait. « Il est amoureux de toi », remarqua un jour Katia, jusqu'au cou.